Bonjour à tous, et merci de participer à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, mais souvent sous-estimé dans la gestion des données de recherche. Comment organiser efficacement vos données? L'organisation de vos données vise à rendre votre recherche reproductible, partageable, et plus percutante. Nous allons nous plonger dans ce sujet, et explorer stratégies et outils pratiques pour vous aider à y parvenir. Notre agenda comporte 6 points. 1. Principe de traitement des données de recherche. 2. Traitement des tableaux de données. 3. Traitement des images. 4. Organiser et partager les données. 5. Rédiger un fichier RIDM. 6. Liste de contrôle pour une recherche reproductible. Allons-y. Les données de recherche se présentent sous de nombreuses formes. Tableaux, images, vidéos, textes, et bien d'autres. Quel que soit le type de données, il est essentiel que votre ensemble de données soit bien structuré et compréhensible pour d'autres personnes. Un bon conseil est de vous mettre à la place d'un observateur extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas votre projet. Pourrait-il naviguer dans vos données et comprendre la signification de chaque fichier? La première étape pour rendre vos données compréhensibles est d'utiliser des conventions de nommage claires et cohérentes. Un bon nom de fichier doit décrire fidèlement son contenu et permettre de faire facilement le lien avec d'autres fichiers. Par exemple, au lieu d'utiliser un nom vague comme A1, préférez un nom descriptif avec les facteurs d'analyse comme expérience, souris, jour, conditions, marqueurs. Ou au lieu de cell stable, utilisez un nom plus précis comme Widefield, 5x, Cortex, Neuen, Compte. Cet effort minime fait une énorme différence lorsque vous, ou quelqu'un d'autre, reviendrez sur l'ensemble de données. La deuxième bonne pratique est de privilégier les formats de fichiers ouverts et accessibles. Utiliser des formats appropriés améliore l'accessibilité et la pérennité de vos données, en garantissant que d'autres, et votre futur vous-même, pourront ouvrir et utiliser les fichiers sans dépendre d'un logiciel particulier. Par exemple, utilisez des fichiers pointifs pour les images, afin de préserver la qualité et les métadonnées. Stockez les tableaux au format .csv plutôt qu'en format propriétaire. Pour les graphiques, privilégiez .png ou .svg, afin de conserver la qualité visuelle. Et pour la documentation, enregistrez-la en .txt ou .pdf pour assurer une compatibilité maximale. Choisir des formats ouverts est une manière simple, mais puissante de rendre vos données plus durables. Le troisième élément clé est de fournir des métadonnées complètes. Les métadonnées permettent de contextualiser et de décrire vos fichiers de recherche, afin que d'autres puissent comprendre non seulement les données, mais aussi comment elles ont été collectées, traitées et structurées. Au minimum, vous devriez inclure des fichiers RIDM et des dictionnaires de données ou des livres de code. Par exemple, comme illustré ici, un bon livre de code définit clairement chaque variable, sa description, son type et ses valeurs possibles. Cette documentation transforme un ensemble de données brutes en une ressource compréhensible et réutilisable. La quatrième bonne pratique est de mettre en place des flux de travail reproductibles. Dans la mesure du possible, utilisez des outils de programmation comme R ou Python pour transformer vos données brutes en données prêtes pour l'analyse. En utilisant du code plutôt que des modifications manuelles, vous rendez le processus transparent, répétable, et beaucoup plus facile à valider. Explorons les pratiques essentielles pour traiter les tableaux de données. Les tableaux sont vraiment au cœur de la plupart des ensembles de données de recherche. Même si les feuilles de calcul, comme les fichiers Excel, sont le moyen le plus courant d'enregistrer et de stocker des données, elles sont souvent mal organisées, et parfois même inutilisables. Ici, vous voyez quelques exemples concrets. Des feuilles de calcul avec des cellules fusionnées, des formats incohérents,
ou des types de données mélangées dans la même colonne. Ces problèmes compliquent énormément l'analyse et la réutilisation des données. Un tableau bien structuré est essentiel pour rendre vos données propres, analysables et fiables. Malheureusement, journaux scientifiques acceptent les tables mal organisées. Voici 2 exemples tirés de publications récentes. Dans les 2 cas, on observe des problèmes comme des cellules fusionnées, des informations mélangées dans les mêmes colonnes, et des éléments visuels comme des codes couleurs, qui ne sont pas documentés dans les données. Ces pratiques rendent les données plus difficiles à analyser, à réutiliser, et même à comprendre. Voyons maintenant d'autres exemples, tirés du travail de Crystal Lewis en 2024 sur l'organisation des données. Ces comparaisons montrent très clairement la différence entre de mauvaises et de bonnes pratiques. À gauche, vous voyez des problèmes fréquents, structures irrégulières, formats incohérents, et plusieurs informations combinées dans une même colonne. À droite, les versions corrigées. Des tableaux rectangulaires, des formats standardisés, et une variable distincte par colonne. Voici 2 autres leçons importantes tirées du travail de Crystal Lewis. Premièrement, les données doivent toujours être explicites. Dans le tableau de gauche, les identifiants d'école et les années sont omis, en supposant que le lecteur les déduira. Mais cela crée de la confusion et des erreurs lors du traitement des données. Dans le tableau corrigé à droite, ces valeurs sont répétées explicitement pour chaque ligne, ce qui rend l'ensemble de données complet et lisible par machine. Deuxièmement, évitez de vous appuyer sur des indices visuels comme la couleur pour transmettre de l'information. Dans le tableau de gauche, les groupes de traitement sont indiqués par des couleurs de cellules, une méthode difficilement interprétable par un ordinateur. La version corrigée ajoute une colonne explicite Treatment, avec des valeurs numériques claires, garantissant que toutes les informations essentielles sont directement intégrées dans les données. Voyons maintenant comment construire des tableaux de données accessibles et bien structurés. Ici, nous avons un exemple propre et organisé. Chaque colonne a un rôle précis. Les variables d'identification comme l'idée de l'animal, le point temporel, et la condition, décrivent le sujet ou les variables de regroupement. Les variables d'analyse comprennent les données mesurées, comme les scores, les surfaces, ou les dénombrements cellulaires. Et les variables créées lors du traitement, comme les proportions ou les ratios, sont clairement séparées. Chaque ligne contient les valeurs correspondant à une observation unique. Parlons maintenant des formats de tableau, en commençant par le format large. Dans un tableau en format large, chaque sujet occupe une seule ligne, et chaque variable est placée dans sa propre colonne. Vous pouvez avoir des colonnes pour les identifiants des sujets, différentes variables comme var1 et var2, ou encore des mesures répétées à différents moments, comme temps 1, temps 2, et temps 3. Cette structure est souvent utilisée pour préparer des données destinées à des modèles de régression, où chaque colonne peut représenter une réponse, ou un prédicteur. Par exemple, vous pourriez modéliser cells 7D en fonction des valeurs de cells 2D, et cells 3D collectées à différents temps. Voyons maintenant le format long. Dans un tableau en format long, chaque sujet apparaît plusieurs fois, une fois pour chaque observation ou point temporel. Au lieu de répartir les mesures sur plusieurs colonnes, les observations sont organisées en ligne, avec une colonne supplémentaire indiquant le moment ou la condition. Cette structure est particulièrement utile pour analyser des données temporelles ou des mesures répétées, car elle permet de regrouper les observations de manière efficace. Par exemple, vous pourriez modéliser le nombre de cellules en fonction du point temporel, 1 jour, 2 jours ou 3 jours après une intervention. Le format long est généralement le format privilégié pour l'analyse statistique, car il facilite grandement la modélisation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à choisir définitivement entre le format long ou large. Grâce à des outils comme R ou Python,
et des plateformes comme Quarto, vous pouvez facilement transformer la structure de vos données. Par exemple, dans R, vous pouvez utiliser pivot-reader pour passer du format long au format large, et pivot-allongé pour faire l'inverse. Cette flexibilité vous permet d'adapter la structure de vos données selon les besoins de votre analyse, sans perte d'information. Il existe d'excellents tutoriels pour vous entraîner à réaliser ces transformations. Une autre étape essentielle pour rendre vos données compréhensibles et réutilisables est de fournir des métadonnées descriptives. Un ensemble de données sans métadonnées, comme des livres de code, des dictionnaires de données ou des fichiers RIDM, est souvent incompréhensible pour d'autres. Au minimum, vous devriez inclure un fichier RIDM, généralement au format texte ou Markdown. Ce fichier doit expliquer le contexte du projet, décrire le contenu de chaque fichier ou dossier, et définir les variables présentes dans vos tableaux de données. Voici un exemple montrant comment une documentation claire peut guider les utilisateurs à travers un ensemble de données, en leur permettant de comprendre son origine, son traitement et son utilisation correcte. Examinons maintenant les éléments essentiels pour traiter les images. Lorsqu'il s'agit de gérer des images, il est important de suivre quelques bonnes pratiques essentielles. Premièrement, convertissez toujours les fichiers propriétaires, comme les fichiers .si, en formats ouverts et non compressés, comme .tif. Cela garantit que vos images pourront être ouvertes et conservées à long terme. Deuxièmement, partagez à la fois les métadonnées techniques, comme les paramètres d'acquisition, et les métadonnées descriptives expliquant le contexte et le contenu des images. Troisièmement, documentez toutes les étapes de traitement des images à l'aide de logiciels de codage ou de scripts. Par exemple, le redimensionnement, la soustraction d'arrière-plan ou d'autres transformations. Enfin, réalisez vos analyses à l'aide de logiciels de codage autant que possible, et évitez les flux de travail manuel non reproductibles. Pour en savoir plus sur ces bonnes pratiques, nous vous invitons à consulter la ressource liée ici. Lorsque vous travaillez avec des images de microscopie, il est important de convertir les formats propriétaires comme .si en formats ouverts comme .tif. Une manière simple de le faire est d'utiliser Fiji, un outil de traitement d'images libre et puissant. Avec des scripts simples, comme celui montré ici, vous pouvez automatiser le processus de conversion, en sélectionnant un dossier, en ouvrant chaque fichier .si, et en enregistrant les images au format .tif. Cependant, attention, lors de l'enregistrement d'images .si en .tif, certaines métadonnées intégrées dans le fichier original seront perdues. C'est pourquoi il est essentiel d'archiver séparément toutes les informations importantes sur l'acquisition lorsque vous transformez vos fichiers. Lorsque vous travaillez avec des images de recherche, il est essentiel de conserver deux types de métadonnées. Techniques et descriptives. Les métadonnées techniques incluent des détails d'acquisition comme les dimensions des pixels, le nombre de canaux, et la profondeur de l'image. Dans Fiji, vous pouvez facilement exporter ces informations à partir de fichiers propriétaires comme les .si au format .txt ou .csv. Et même le faire par lot pour plusieurs images. À l'inverse, les métadonnées descriptives racontent l'histoire de vos données, expliquant la provenance, le contexte expérimental et les conventions de nommage utilisées. Ces deux types de métadonnées sont indispensables pour garantir que vos images puissent être correctement interprétées, réutilisées et citées à l'avenir. Il est temps de revoir les principes de base de l'organisation des données. Ces mêmes principes s'appliquent aux données destinées à être partagées avec le public. Nous vivons actuellement une époque préoccupante. Une pandémie de recherche frauduleuse et irréproducible. Comme le montre ce graphique, le nombre d'articles scientifiques rétractés a fortement augmenté au cours des dernières décennies, en particulier dans les sciences biomédicales. Ce paysage inquiétant nous rappelle que, en tant que chercheurs responsables, nous devons nous engager à respecter de bonnes pratiques de recherche. Un ensemble de données bien structurées,
est la clé pour rendre votre recherche compréhensible, réutilisable et reproductible. Pensez-y comme à un ensemble de poupées russes, chaque élément étant soigneusement organisé à l'intérieur du suivant. À droite, vous voyez un exemple de bonne structure de fichier pour un projet de recherche. Les données brutes sont séparées des données traitées, les scripts sont rangés dans un dossier « code » et les résultats comme les figures et les modèles sont enregistrés de manière systématique. Un fichier RIDM est également présent pour documenter toute la structure. Cette approche facilite non seulement la collaboration, mais garantit aussi que les futurs utilisateurs pourront naviguer et comprendre votre projet. Pour structurer votre ensemble de données, l'idéal est de définir l'organisation dès le début de votre projet. Si ce n'est pas possible, mettez en place une structure claire aussitôt que possible au cours de votre recherche. Il y a quelques éléments clés à garder en tête. Premièrement, planifiez soigneusement la structure de vos dossiers et répertoires. Deuxièmement, réfléchissez dès le départ au type de fichier et format que vous utiliserez. Troisièmement, établissez des conventions de nommage logiques et descriptives pour vos fichiers et vos dossiers. En fin de compte, votre ensemble de données doit être logique, cohérent et facilement compréhensible pour des utilisateurs externes. Le protocole TIE 4.0 propose un modèle de projet prêt à l'emploi, conçu pour apporter cohérence et transparence aux ensembles de données. Vous pouvez télécharger la structure de projet TIE 4.0 et l'adapter aux besoins spécifiques de votre recherche. Comme vous le voyez ici, le modèle organise tout de manière systématique, des données brutes, aux scripts de traitement, jusqu'aux résultats finaux et aux rapports. Le dossier « Données brutes » est l'endroit où vous devez conserver vos fichiers originaux, non traités. Cela peut inclure les images originales, comme les fichiers .tif ou .si, les fichiers de sortie des appareils de mesure, tels que .txt ou .csv, et les feuilles d'enregistrement originales au format .png, .csv ou .xlsx. Conserver vos données brutes de manière distincte et organisée est essentiel pour vérification, retraitement ou réanalyse. En plus de conserver vos données brutes, il est essentiel d'inclure des métadonnées permettant de comprendre et de réutiliser correctement les fichiers. Vous devez fournir des détails méthodologiques et techniques expliquant comment les données ont été générées. Incluez également des livres de code ou des dictionnaires de données qui précisent les variables, les unités et la structure de vos ensembles de données. Ils peuvent être partagés sous forme de fichiers .txt simples ou de feuilles de calcul comme .csv. Et enfin, pour les images, pensez à sauvegarder et partager les paramètres d'instrumentation et d'acquisition, indispensables pour une interprétation correcte. Après les données brutes, l'élément suivant important concerne vos données traitées. Le dossier Data-Analysis contient les fichiers qui ont été nettoyés, transformés et préparés pour produire vos résultats de recherche. Comme pour les données brutes, vous devez inclure des métadonnées permettant d'expliquer clairement les fichiers traités. Il est également utile d'ajouter des fichiers Data Appendix, des tableaux ou rapports présentant des statistiques descriptives de base, des distributions de données ou les transformations appliquées. Parfois, votre flux de travail comprend des étapes intermédiaires entre les données brutes et les données traitées finales. Dans ce cas, il peut être utile de créer un dossier data intermédiaire. Ce dossier facultatif peut contenir des fichiers intermédiaires tels que des masques d'images, des jeux de données filtrés ou même des classificateurs d'apprentissage automatique utilisés pour un traitement ultérieur. Même si de nombreux chercheurs se sentent encore plus à l'aise avec des interfaces graphiques, la réalité du paysage de la recherche actuelle est sans appel, l'utilisation de scripts et de code est devenue indispensable. Utiliser du code en R, Python ou tout autre environnement open source garantit une analyse transparente, traçable et reproductible. En fin de compte, le codage doit être considéré comme une compétence de base, au même titre que toute autre méthode de recherche. Heureusement, d'excellents outils existent pour aider les chercheurs à écrire, documenter et partager leur code. À gauche,
vous voyez RStudio avec Quarto, une combinaison puissante qui permet de travailler en R ou en Python, de créer des documents dynamiques et d'intégrer code, texte et résultats dans un même fichier. À droite, GitHub est une plateforme de gestion de versions qui permet de suivre les modifications, de collaborer avec d'autres, et de publier votre code en lien avec vos données. Ces outils sont libres, largement utilisés dans la communauté de recherche, et essentiels pour des flux de travail reproductibles. Avec RStudio et Quarto, vous pouvez faire bien plus qu'écrire du code. Vous pouvez gérer l'ensemble de votre flux de travail de recherche au même endroit. Vous pouvez manipuler des tableaux de données et des variables grâce aux outils divers de R, qui facilitent le nettoyage et la transformation des données. Vous pouvez analyser des images avec des bibliothèques Python comme Schimage, et traiter des données de cytométrie en flux avec le package Flowcore de Bioconductor. Pour les études d'expression génique, des outils comme DESeq2 permettent d'analyser les données RNA-seq de façon reproductible. Et pour la modélisation statistique, des packages comme BRMS vous permettent de construire des modèles puissants et transparents. Pour gérer efficacement votre code et vos données, le contrôle de version est un allié indispensable. Des plateformes comme GitHub ou GitLab vous permettent de stocker votre code de manière sécurisée, de collaborer avec d'autres, et de rendre votre travail public si vous le souhaitez. Vous pouvez suivre tout l'historique de votre projet et créer des versions officielles comme 1.0, 1.2 ou 2.0. Ces plateformes s'intègrent aussi à des dépôts comme l'Open Science Framework, vous permettant de lier et de publier votre code directement avec vos résultats de recherche. Et surtout, en partageant votre travail ouvertement, vous soutenez d'autres chercheurs et contribuez à une culture de transparence et de recherche reproductible. L'un des grands avantages d'apprentissage du code, c'est que vous n'avez pas à le faire seul. Il existe des communautés mondiales extraordinaires qui soutiennent la diversité et l'inclusion dans le monde de la programmation. R-Ladies est une organisation internationale qui promeut la diversité des genres dans la communauté R, en offrant du mentorat, des ateliers, et un espace accueillant pour apprendre et progresser. PyLadies propose un soutien similaire pour les utilisateurs de Python, en construisant un réseau mondial qui valorise les femmes et les minorités de genre dans la science des données. Le dossier Script Processing contient le code qui prépare vos données brutes pour l'analyse. Ces scripts peuvent par exemple supprimer des variables inutiles, en créer de nouvelles à partir de calculs, ou encore fusionner plusieurs sources d'informations dans un seul jeu de données. Cette étape du flux de travail est essentielle, car c'est ici que les données brutes sont transformées en informations exploitables. Gardez en tête que les conventions de nommage logique sont essentielles pour relier les données brutes, les scripts de traitement et les données d'analyse. Le dossier Script Analysis contient tout le code nécessaire pour générer les résultats de votre recherche. Il peut s'agir de scripts produisant des images, des figures, des tableaux ou des modèles statistiques. C'est dans ce dossier que s'opère l'analyse finale, celle qui aboutit à vos résultats publiables. Le dossier script peut également contenir un script maître qui exécute tous les autres scripts, créant ainsi un flux de travail entièrement automatisé. Le dossier de résultats contient les fichiers générés par vos scripts d'analyse. Cela peut inclure des visualisations, images ou figures, ainsi que des tableaux et des résumés de modèles statistiques. Chacun de ces résultats doit être traçable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir identifier clairement le script et les données qui les ont produits. Un dossier de résultats bien organisé facilite non seulement la rédaction de vos publications, mais aussi la validation et la réutilisation de votre travail par d'autres. Parlons maintenant des fichiers RIDM. Les fichiers RIDM sont l'un des outils les plus importants pour comprendre et réutiliser des données. Ils servent de guide pour aider d'autres personnes à interpréter votre ensemble de données et vos tableaux. Un bon RIDM fournit du contexte, décrit le contenu des fichiers et explique comment utiliser les données. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à rédiger un RIDM clair et efficace comme ridm.so ou ridm.ai. Un fichier RIDM bien conçu est le mode d'emploi de votre ensemble de données.
Il doit être autonome, sans exiger que l'on consulte l'article associé. Voici les éléments clés à inclure. Tout d'abord, fournissez un identifiant du jeu de données, titre, nom des auteurs, date de collecte, et toute information géographique pertinente. Ensuite, ajoutez une carte des fichiers et des dossiers, expliquant l'organisation de l'ensemble de données et les conventions de nommage utilisées. Incluez également les détails méthodologiques, comme la méthode de collecte, de traitement et les conditions expérimentales. N'oubliez pas les instructions et les logiciels nécessaires pour ouvrir ou reproduire le pipeline d'analyse. Enfin, précisez les modalités de partage et d'accès pour indiquer les conditions d'utilisation. Et un point essentiel. Votre RIDM doit contenir des informations méthodologiques. Il ne faut pas les reléguer à un article de recherche séparé. Enfin, passons en revue les éléments essentiels qu'un jeu de données doit comporter, conformément aux pratiques de la science ouverte et reproductible. Un projet de recherche reproductible est bien documenté, bien structuré et transparent. Tout commence par une organisation claire des dossiers et des fichiers, utilisant des formats ouverts comme CSV ou TIFF, et des conventions de nommage cohérentes. Cela rend les données faciles à comprendre et à explorer. Ensuite, les flux de travail, du nettoyage des données à l'analyse, doivent être reproductibles. Cela signifie utiliser des scripts permettant à n'importe qui de recréer vos résultats, images, tableaux, modèles ou graphiques. Enfin, un bon projet inclut des fichiers RIDM et des dictionnaires de données fournissant tout le contexte, ce qu'est le jeu de données, comment il a été créé, quelles variables il contient, et comment les interpréter. En résumé, votre ensemble de données n'est pas un simple matériel complémentaire. C'est un objet de recherche à part entière. Il peut être partagé, réutilisé et cité de manière indépendante, sans nécessairement dépendre de l'article scientifique. En réalité, il est temps d'inverser la perspective, c'est l'article qui devient un supplément au jeu de données, et non l'inverse. Si vous cherchez des informations pour bien déposer vos données, visitez la ressource liée. Pour conclure, voici quelques ressources clés pour vous aider à mettre en pratique ces principes. Vous trouverez des guides détaillés dans la documentation de DFDR, des ressources de formation proposées par l'Alliance, ainsi que des outils concrets dans le RDM Kit développé par Elixir Europe. Cette présentation est également disponible en ligne, en anglais et en français, via le code QR affiché ici ou le lien GitHub correspondant. Et si vous avez besoin de soutien à n'importe quelle étape, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous accompagner dans la préparation, la documentation et le partage efficace de vos données. Vous pouvez nous écrire à l'adresse rdm-gdr@alliancecamp.ca ou visiter le site frdr-dfdr.ca pour en savoir plus.